Merci Madame Ruggiero de cette présentation et aussi de cette invitation. Je suis honoré d'ouvrir ce colloque dans ce nouvel institut, colloque donc consacré à l'éthique. Et j'avais proposé comme titre, alors j'ai vu qu'on y avait mis un point d'interrogation, peut-être c'était moi qui étais l'auteur du point d'interrogation, mais je ne sais pas, il faut toujours mettre en philosophie des points d'interrogation partout. C'est la marque du philosophe, le point d'interrogation. Donc, alors là, je me contenterai de l'affirmation, fonder l'éthique, et même de deux affirmations, c'est nécessaire et c'est possible. Alors, à quoi bon une éthique ? Avons-nous vraiment besoin d'éthique ? À quoi bon formuler des normes? À quoi bon chercher à énoncer des valeurs? En effet, nos conduites obéissent le plus souvent à des habitudes que nous avons reçues de notre éducation, parentale, scolaire, religieuse ou laïque, ainsi qu'à des valeurs familiales, morales, sociales, sur lesquelles nous ne nous interrogeons plus guère. Fixer des normes ou énoncer des valeurs ne nous fera guère changer d'avis ou de conduite. Pourtant, il nous arrive à tous d'être arrêtés dans notre action par un doute, une hésitation, une question. Avons-nous raison d'agir ainsi ? Le besoin d'éthique surgit en effet d'abord en nous sous forme d'une interrogation. Au fond, fais-je bien ? Au fond, est-ce bien ou encore plus simplement, suis-je en accord avec moi-même ? En effet, si nous nous risquions à formuler les normes et les valeurs sur lesquelles nous déterminons nos conduites, nous nous apercevrions rapidement qu'elles ne sont pas toujours cohérentes. Par exemple, comme tout un chacun, nous voulons profiter des facilités technologiques de la vie moderne, mais nous voulons aussi sauvegarder la planète. Que faire ? Nous voulons que nos enfants entrent dans les meilleures écoles, mais nous défendons aussi la valeur de l'égalité des chances. Nous sommes évidemment contre toute forme de favoritisme, mais nous aimerions que ceux que nous aimons soient favorisés. Nous aspirons, pour nous et pour nos proches, à un idéal de réussite, de bonheur personnel, mais nous sentons aussi des devoirs vis-à-vis de toute l'humanité, et peut-être même au-delà, plus largement vis-à-vis de tous les êtres susceptibles de souffrir. Il est donc possible que nous ayons besoin d'éthique, c'est-à-dire au minimum de nous interroger sur nos normes et sur nos valeurs. L'éthique, c'est d'abord cela. C'est s'arrêter un moment d'agir ou même de s'activer pour souffler, pour réfléchir, et c'est ce que nous faisons ici et maintenant grâce à ce colloque. Voilà déjà pourquoi nous avons besoin d'éthique. Une éthique, c'est-à-dire quoi ? Comme vous le savez, nous avons deux mots en français, l'un d'origine latine, morale, l'autre d'origine grecque, éthique, qui ont étymologiquement exactement le même sens, la bonne manière de régler nos mœurs en respectant des normes et en fonction de valeurs. Mais on peut aussi se servir de la dualité des mots pour désigner deux faces différentes de cette même notion commune. Dans le langage courant, comme vous le savez, on parle de morale pour désigner les prescriptions socialement dominantes. C'est conforme à la morale, c'est contre la morale, etc. Et on réserve le mot éthique, toujours dans le langage courant, pour désigner les normes qui régissent des domaines particuliers. On parle ainsi d'éthique de la recherche, d'éthique de la discussion, d'éthique animale, d'éthique des affaires, de bioéthique, etc. Les philosophes ont coutume de se servir de cette dualité de termes pour désigner deux aspects différents qu'ils veulent opposer ou du moins distinguer. Personnellement, je prendrais les mots morale et éthique, donc dans un sens plus général que le sens courant. J'entendrais par morale l'ensemble des prescriptions admises explicitement ou implicitement par une communauté ou une société quelconque,
les règles, les usages, les coutumes. Et j'entendrai par éthique la tentative purement conceptuelle de déterminer le bien humain, qu'est-ce qui est bien, d'où devraient pouvoir se déduire des valeurs et des normes générales. Par hypothèse, les morales sont forcément variables, selon les sociétés, les moments historiques, les religions, les idéologies, mais l'éthique, s'il en est une, devrait être universelle. Soit donc l'éthique ainsi définie. Nous avons besoin d'une éthique pour tenter d'introduire un peu de cohérence dans nos conduites, je l'ai déjà dit, mais aussi pour nous efforcer de dépasser la contingence des normes admises et la relativité des mœurs. Peut-on fonder l'éthique ainsi définie ? Dans la plupart des sociétés, et durant l'immense majeure partie de notre histoire, cette question ne se posait pas. Ou plutôt la réponse en était évidente. L'éthique était fondée. Elle avait une source absolue, indiscutable, irréfragable. L'éthique ne se distinguait pas de la religion. Oui, pendant toute l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui sur une bonne partie de la planète, ce fondement était le plus solide qui soit. Il est encore transcendant. Il résidait dans les textes sacrés. Là sont écrites les normes, sous forme parfois même de commandements absolus. Là sont formulées les valeurs, car l'au-delà, qu'il soit par exemple Dieu, son Fils ou son prophète, est seule source possible de valeur. Il revient à ces exégètes autorisés de les traduire sous forme de lois dans la vie civile et sous forme de devoirs dans la vie quotidienne. Le problème est connu, ces textes ne disent pas la même chose. Pire encore, ils ont rarement une vocation universaliste. Ils s'adressent à ceux qu'ils relient, c'est d'ailleurs le sens du mot religion, et souvent à eux seuls. Pas toujours, mais souvent. De là les conflits, les guerres de religion qui sont d'autant plus féroces que chacun a forcément le ciel pour soi. Au siècle des Lumières, on s'efforça de formuler les principes d'une éthique universaliste. On a proclamé les droits de l'homme. Il s'agissait d'instituer une communauté susceptible de réaliser cette égalité de droits. Encore fallait-il qu'il y eût un semblant de fondement à cette égalité, à cette idée d'égalité à instituer et à ces principes universels. À mesure de ce qu'on a appelé la sécularisation de l'Occident, ce ne pouvait plus être le Dieu révélé. Ce fut au XVIIIe siècle le rôle, à certains moments, de l'être suprême, père et créateur de tous les êtres humains. Par exemple, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Cet être suprême put, sans dommage, être supplanté par son avatar, l'idée de nature, comme l'atteste la déclaration de 1789, définissant, je cite, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Tous les hommes sont donc par nature égaux, alors que, bien sûr, chacun peut constater le contraire. Peut-on aujourd'hui se contenter de ces fondements ? Ces deux idées, un être suprême équanime ou une nature égalisatrice, dont tous les êtres humains seraient issus, sont devenus fragiles dans notre post-modernité. Ceux qui sont sortis de la religion, pour reprendre une expression fameuse, ne croient ni en l'une ni en l'autre, et ceux qui n'en sont pas sortis ou qui y retournent ont plutôt tendance à voir dans leur Dieu la garantie de leur particularité, attestée par la vérité absolue des textes sacrés auxquels ils adhèrent. C'est la raison pour laquelle, par souci d'universalité, la Déclaration universelle de l'ONU en 1948, inspirée par le sentiment que la civilisation avait vaincu
la barbarie, ne s'appuie ni sur Dieu, ni sur la nature. Mais cette volonté affichée, légitime d'universalité, la prive justement de fondements universalisables désormais introuvables. L'effectivité de la proclamation ne peut donc plus tenir à ses principes. Telle est sa faiblesse constitutive. Il faut donc se rendre à l'évidence. Une éthique universaliste ne peut plus se fonder sur une croyance théiste et elle ne peut plus non plus se fonder sur une vision naturaliste. Le spectacle de la nature est rien moins qu'édifiant, c'est la loi du plus fort, les prédateurs mangent les proies et toute éthique a justement pour objectif de corriger les inégalités naturelles et d'instituer des normes là où ne règne que la force ou la loi de la survie. Et il serait contre-intuitif de soutenir que la nature a fait tous les hommes égaux, chacun bien sûr voit qu'il n'en est rien. Il semble donc vain aujourd'hui de prétendre fonder une éthique universaliste. Fonder suppose d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer. Je ne sais pas si je peux m'appuyer sur cette table, mais je l'espère. En tout cas, pour l'éthique, c'est cette base même qui manque, à moins qu'on ne prétende fonder l'éthique humaine sur l'être humain lui-même. Mais quoi en lui ? Certains philosophes, dès le XVIIIe siècle, refusant de se tourner vers les textes sacrés pour déterminer le bien et le mal, voulurent voir dans l'être humain la source fiable de la morale et de l'éthique. Nous autres êtres humains serions dotés d'un sentiment moral, certains parlaient même d'un sens moral, qui suffirait à nous guider dans la vie et à nous indiquer la bonne conduite. Ce serait par exemple, pour certains, la compassion, l'empathie que chacun éprouverait pour ses semblables, ou encore la sympathie universelle existant entre tous les êtres humains, comme l'admettaient déjà les stoïciens. On invoque même parfois l'existence d'une conscience morale pour désigner cette intuition immédiate que chacun aurait du bien et du mal. Quand j'étais petit, moi j'étais persuadé que ça existait parce que je lisais Tintin, comme vous, et en particulier concernant le capitaine Haddock et Milou, ils avaient très souvent une bulle au-dessus de la tête et on voyait un ange comme ça qui conseillait Milou et un petit diable qui lui disait « bois, bois », rien qu'une gorgée. Et le petit ange disait « non, qui a bu boira », etc. Bon, alors j'étais persuadé que ça marchait comme ça. Ce fondement, comme vous le savez, apparaît bien fragile. On ne constate nullement que les êtres humains en seraient tous dotés, le spectacle du monde suffit à l'attester, et même ces émotions, pitié, compassion, sont souvent mauvaises conseillères. Ce sentiment est éminemment variable. Nul n'éprouve de l'amour ou même de l'empathie pour tous les êtres humains. En tout cas, ce sentiment ne peut constituer à lui seul une éthique. Et à supposer qu'on éprouve de la sympathie véritable que pour ses semblables, c'est précisément le motif revendiqué de la xénophobie qu'on éprouve de la sympathie que pour ses semblables, et nullement pour ceux qui nous sont un peu moins semblables. Difficile de soutenir que la xénophobie est éthique. En outre, la pitié ne se déclenche qu'au spectacle de la souffrance, et elle est fortement inégalitaire. Elle fait fi de l'idée de justice ou d'équité. On est plus enclin à s'émouvoir de l'oisillon tombé du nid sous nos yeux que d'une épidémie lointaine de choléra. Les sentiments sont donc impuissants à justifier nos valeurs. Alors quoi ? Puisqu'on ne peut ni se fier à quelque assise transcendante, ni aux sentiments, reste peut-être une seule option, s'efforcer de fonder l'éthique sur la raison humaine. C'est ce qu'a cherché à faire un autre philosophe des Lumières, comme vous le savez, le plus grand d'entre eux, Kant. Oui, la raison
Et elle seule peut être le fondement d'une éthique, au sens que j'ai donné, car elle nous permet de formuler la loi morale universelle. Plus précisément, si, vous savez, en agissant, on peut universaliser sans contradiction la règle que l'on se donne, on agit rationnellement, comme tout un chacun devrait agir, et donc comme on devrait soi-même toujours agir. On agit donc bien. Si, par exemple, je sais que je ne dois pas mentir, parce que je ne peux pas vouloir une loi qui ordonne, ou même qui permette le mensonge, ce serait contradictoire. Alors rassurez-vous, il n'est pas question ici d'exposer ni de discuter la morale kantienne. Je me contenterai d'une seule remarque. On se heurte ici à une nouvelle difficulté, ou plutôt à un doute. Ce doute nous vient de l'expérience du XXe siècle. C'est la question de savoir ce que vaut vraiment la raison. A-t-elle même une valeur positive? Je veux dire, une valeur éthique. Là encore, l'expérience semble prouver le contraire. Qui pourrait soutenir, en ce début du XXIe siècle, qu'une conduite rationnelle est nécessairement morale? Une des grandes idées agitées après les désastres de la Seconde Guerre mondiale était que la rationalité humaine, qu'attestaient les immenses progrès des découvertes scientifiques et le développement des techniques, s'était non seulement avéré impuissant à empêcher les désastres des guerres et leur lot de crimes contre l'humanité, mais peut-être même qu'elle en était responsable. À tel point que de grands esprits, s'appuyant sur l'organisation parfaitement rationnelle et planifiée du plus grand crime de l'histoire, ont cru pouvoir en conclure que les auteurs n'étaient pas, ou pas seulement, les criminels en question, voire le régime qu'ils servaient, ou l'idéologie qui les inspirait, mais les idéaux des Lumières, rien de moins, la science, la raison, qui avaient produit leur propre contraire, une nouvelle barbarie, l'autodestruction même de la raison, réduite à n'être qu'une raison instrumentale, planificatrice. Car, disait-on, la raison, en ses naissances, est technique, et ceci doublement, double sens du terme. D'un côté, la raison n'aurait d'autre fonction qu'instrumentale, elle ne serait que la capacité à adapter les moyens les plus efficaces en vue de n'importe quelle fin, la meilleure ou la pire. D'un autre côté, la technique elle-même, c'est-à-dire l'exploitation illimitée de la nature par l'industrie humaine, la création démesurée d'objets techniques, d'instruments, d'outils, de machines, de robots, serait l'œuvre la plus significative de la raison humaine, avec toutes les conséquences destructrices que l'on sait. D'autres esprits allèrent encore plus loin et passèrent de la raison responsable à la raison coupable. La raison serait non seulement amorale, mais carrément immorale. Elle ne pourrait se mettre qu'au service du mal, c'est-à-dire de la domination, domination de la nature, domination des hommes, comme le thème en revient souvent aujourd'hui sur le devant de la scène, face aux périls écologiques divers, changement climatique ou épuisement des ressources. Approfondissons cela. Que peut la raison dans le domaine éthique? Et que ne peut-elle pas? D'abord, je parle de raison, mais qu'entendre par là? Faculté d'accès à l'universel, tenue pour typiquement humaine, je me réfère à toute la tradition philosophique, elle se réalise par excellence dans le raisonnement, c'est-à-dire la capacité à induire ou à déduire. Induire des propositions générales à partir de cas particuliers ou déduire des propositions à partir d'autres propositions générales. Cela se manifeste de deux manières, théorique et pratique. Théoriquement, comme chacun sait, la raison permet la démonstration, c'est-à-dire l'accroissement de nos connaissances et leur fondement certain. Le problème bien connu, c'est évidemment qu'on ne peut pas tout démontrer et que la raison démonstrative doit s'appuyer, en dernière instance, par exemple, sur un ou des
principes ou des axiomes tenus pour évidents, encore des hypothèses admises sans démonstration. D'une certaine manière, il en va de même d'un point de vue pratique. Le raisonnement pratique est du même type. Si, alors. Si je dois faire A, alors je dois faire B parce que B est le meilleur moyen d'obtenir A. Et si je dois faire B, alors il faut que je fasse C parce que C est le meilleur moyen, c'est-à-dire le moyen le plus rationnel, le plus simple, le plus économique, le plus efficace d'obtenir B. Donc, l'acte C est le moyen de B, qui est le moyen de A. B et C sont donc bons en vue de A, mais qu'est-ce qui prouve que A est bon, si A est le but final et n'est pas le moyen en vue d'un autre, en vue d'autre chose? Rien. De même que la raison théorique se heurte au premier principe, la raison pratique se heurte aux fins ultimes. Dans l'ordre pratique, qu'est-ce qui peut valoir comme fin? La réalisation d'un désir ou d'une volonté, ou comme on a pu le dire, d'une passion quelconque. La raison ne peut donc que s'enquérir des meilleurs moyens de satisfaire le désir. Elle répond à la question comment? Comment faire? Si j'ai envie de boire un dernier verre, je peux raisonner. Où vais-je trouver un bar ouvert à 7 heures? Si au contraire, je désire préserver ma santé, je me demanderai quel est le meilleur régime à suivre. Dans les deux cas, au moment d'agir, la raison se met au service de mes désirs, ou plus largement, de mes émotions ou de mes passions. Proposer donc à la raison n'importe quel but, sauver un enfant à tout prix, ou exterminer le maximum de personnes au moindre coût, le plus discrètement possible, est-ce que ce sera par balle, dans des chambres à gaz ou à la machette? Elle vous fournira des solutions que vous pourrez comparer et sous-peser. Elle peut donc s'avérer utile à la vie bonne, comme on dit. Santé, prospérité, réputation, bien-être, vie accomplie conforme à des valeurs, et donc être à la racine de cette vertu qu'on appelle la prudence, mais elle n'est guère appropriée à réguler l'éthique, au sens que nous avons donné à ce terme. C'est vrai pour les individus et c'est vrai aussi pour les communautés, pour les sociétés, les États. Il faut beaucoup de raisons pour arbitrer entre différentes revendications dans un État démocratique, mais il n'en faut pas moins pour planifier le massacre de millions de personnes dans un État totalitaire. Cette raison-là est donc instrumentale. Faisons donc une expérience de pensée. Imaginons des êtres humains, autrement dit des animaux rationnels, au sens que je viens de dire, mais qui seraient seulement rationnels. Ils ne disposeraient d'aucune des aptitudes que nous partageons avec d'autres animaux, le désir, l'émotion, la sensibilité, l'affectivité, etc. Ils n'auraient aucune identité singulière, caractère, sexe, genre, race, religion, opinion, origine familiale, sociale, nationale, etc. Ils seraient donc sous le voile de l'ignorance, de leur situation personnelle dans le monde réel, où ils seraient appelés à vivre, et ignoreraient, par conséquent, quels seraient dans ce monde leurs besoins singuliers, leurs désirs, leurs émotions occasionnelles, leurs passions personnelles. Ils savent ce qu'est un être humain, mais ignorent quel être humain ils sont. Ils ignorent tout ce qui ne dépend pas d'eux. Leur lieu de naissance, leurs conditions sociales de naissance, leur patrimoine génétique, leurs talents innés, leur caractère, leurs capacités intellectuelles ou physiques, les chances ou les malchances qu'ils pourraient avoir dans leur existence, etc. Demandons donc à nos animaux rationnels, purement rationnels, la meilleure façon de déterminer, la meilleure façon de vivre dans le monde commun, une collectivité quelle qu'elle soit, que ce soit un village, que ce soit la planète entière. Autrement dit, demandons-leur de formuler ce que nous avons appelé une éthique. Quels principes rationnels, ces êtres rationnels et purement rationnels, susceptibles de guider leur coexistence, pourraient formuler ces êtres?
D'après la définition que nous avons donnée de la raison, ce serait une règle du genre « chacun agira toujours de façon à calculer au mieux ses intérêts, c'est-à-dire à maximiser ses avantages et à minimiser ses inconvénients ». Les êtres humains, ainsi réduits à leur rationalité calculatrice, sont forcément égoïstes, entre guillemets. En effet, le principe rationnel qu'ils doivent adopter pour garantir leur coexistence est au mieux une simple règle de prudence, préservant leur propre intérêt ou assurant la meilleure satisfaction de leurs désirs, mais étrangère à l'éthique, en tout cas à tout souci d'autrui. Car le principe du calcul coût-bénéfice est utilitaire, mais il n'est pas éthique. Dans cette hypothèse, la raison n'est qu'une puissance de calcul en vue de la satisfaction de nos désirs et, en dernière instance, peut-être de notre bonheur personnel. Cela signifie-t-il, dans cette hypothèse, l'hypothèse de cette raison instrumentale, que tous les êtres humains adapteraient réellement une conduite égoïste dans la vie réelle? Non, car dans la vraie vie, nul n'est purement rationnel. Les personnes sont aussi faites de désirs, d'émotions ou de passions, et parmi ces esprits rationnels, il y en aurait sûrement qui se révéleraient dans le monde portés par un naturel honnête et animés d'un désir bienveillant ou d'une passion généreuse. Mais la raison calculatrice ne serait pour rien dans leur moralité ou immoralité, ce qui ferait que certains d'entre eux, donc d'entre nous, seraient des êtres au moins en partie moraux dans le monde réel, seraient quelques penchants qui n'ont rien à voir avec la raison. Ce seraient des sentiments, par exemple la compassion pour autrui ou l'empathie qu'on éprouve peut-être pour ses semblables, mais dont j'ai dit qu'elle peut difficilement être tenue pour être universellement partagée, et encore moins qu'elle leur est universellement destinée. La conclusion de tout cela, c'est qu'on ne peut décidément pas fonder l'éthique, ni sur quoi que ce soit d'extérieur à l'humanité, Dieu ou la nature, ni sur quoi que ce soit de propre à l'humanité, sentiment ou raison. Il faudrait renoncer, s'avouer vaincu, c'est-à-dire s'en remettre aux lois morales du jour, à la relativité des croyances, des opinions, des valeurs. Le bien, le mal, tout cela serait pure convention sans fondement. À moins qu'on ne définisse d'une autre manière l'être humain et la raison humaine. Nous avons défini la raison comme une faculté universelle et commune dont l'œuvre, le raisonnement, se réalise dans la démonstration. Mais on peut se demander, est-ce là l'œuvre propre de la raison? Et d'ailleurs, quelle serait alors son origine anthropologique? La raison, telle que nous l'avons jusqu'à présent définie, nous distingue sans doute des autres animaux, et même des animaux conscients, mais elle ne nous distingue guère des machines intelligentes, même si celles-ci ne sont pas conscientes. Elles aussi sont douées d'un esprit capable de raisonner, au sens d'inférer, d'induire ou de déduire. Nous avons défini jusqu'à présent la raison par la capacité logique, c'est en quoi elle est aussi celle des ordinateurs. Cette raison, je l'appelle monologique. Cette raison, définie comme faculté universelle de raisonner, relève de l'esprit, mais l'esprit est aussi dans la machine. La bonne action, telle que je viens de la définir pour nos esprits purement rationnels, pourrait être calculée par un ordinateur qui appliquerait un calcul coût-avantage en fonction des données mises à sa disposition. Est-ce donc cela la rationalité propre à l'homme? Non. C'est pourquoi j'ai, dans quelques-uns de mes travaux, proposé une autre définition de l'homme et de la raison. Ce qui est propre à l'homme, c'est une raison non pas logique, c'est-à-dire monologique, mais dialogique. Logos, si on préfère, langage et raison. Ou, si l'on préfère,
une intelligence qui se forge et s'éprouve dans le dialogue. L'homme est un animal rationnel parce que par nature, il est à la fois un animal social et un animal doué de langage. La raison humaine procède naturellement de la disposition anthropologique au langage, c'est-à-dire de la capacité des hommes à se parler les uns aux autres à propos du monde, autrement dit à raisonner ensemble. Plus encore que le bon sens, celle-ci est la chose du monde la mieux partagée, puisqu'elle permet le partage entre humains du monde humain. Je dirais que l'origine anthropologique de la raison, c'est l'aptitude de l'homme au dialogue, c'est-à-dire non pas seulement à parler, à communiquer, à s'exprimer, toute chose commune à beaucoup d'animaux, mais au oui et au non. Aptitude à approuver ou à désapprouver ce que d'autres disent et ce qu'il pense lui-même. Et l'œuvre première de la raison dialogique n'est pas la démonstration, c'est l'argumentation. La démonstration n'en étant que la radicalisation et la formalisation. Raisonner, c'est toujours implicitement ou explicitement s'efforcer de justifier auprès des autres ou pour soi-même la vérité de ses croyances ou la correction de ses volontés. Telle est l'œuvre de la raison, capacité proprement humaine et relationnelle, donc nullement mécanique. Voyons donc maintenant l'œuvre éthique de la raison ainsi définie comme raison dialogique. Voyons comment cette capacité dialogique d'argumenter se montre capable de déterminer le bien humain et de fonder l'éthique. Cette puissance de la raison dialogique à fonder l'éthique se démontre de la même manière que l'impuissance que nous avons vue de la raison monologique. Soit donc la même expérience de pensée. Supposons des êtres humains dotés de cette seule faculté dialogique. Ils ne disposeraient, eux non plus, d'aucune des aptitudes que nous partageons avec d'autres animaux, l'émotion, la sensibilité, l'affectivité, ou même avec des robots, la faculté de calculer et de déduire. Ce seraient des êtres de raison dialogique pure. Appelons ces animaux des discutants impartiaux. Supposons qu'il leur soit demandé à eux aussi de déterminer les règles éthiques régissant les relations humaines en général, dans le monde commun, où ils seraient appelés à vivre. Ils sont rationnels au sens dialogique du terme. Ils peuvent justifier leur jugement et leur volonté par des arguments, ou même en recourant à des valeurs. Et ils peuvent discuter entre eux de la valeur de ces valeurs, selon le sens qu'ils donnent à leur vie individuelle ou commune. Rationnels, ils ne sont pas nécessairement disposés à vivre les uns avec les autres et surtout avec tout autre, mais étant capables de parler aux autres et à tout autre, ils sont aptes à discuter des principes qui leur permettraient de vivre ensemble dans une même communauté, ou du moins dans une communauté humaine quelconque. Comme chacun ignore qui il sera, et même quel sera son caractère personnel, serais-je généreux, serais-je avare, ou sa situation relative, serais-je fort, serais-je faible, serais-je puissant, serais-je misérable, serais-je homme, serais-je femme, serais-je blanc, serais-je noir. Chacun voudra s'assurer de ne pas être agressé ou discriminé par plus avantagé naturellement ou socialement que soi. Afin de se protéger, tous s'engagent à ne pas agresser les autres à condition que tout le monde en fasse autant. À cette règle négative, ils ajoutent une règle positive afin d'être éventuellement assistés en cas de difficulté structurelle, handicap, fragilité, vulnérabilité ou passagère, maladie, blessure, dépendance. Ils s'engagent à aider les autres dans la mesure du possible à condition que tout le monde en fasse autant. Ils s'accordent donc sur une éthique de la réciprocité. Elle peut s'énoncer diversement. Par exemple, en cette formule, chacun s'efforcera de traiter tout autre comme il voudrait être traité par lui. Cette éthique pourrait aussi être déclinée en diverses règles. Par exemple,
Négativement, nul ne portera préjudice à qui que ce soit, ou positivement, chacun s'efforcera de porter assistance à tout autre. Bref, toutes les formules, règles, maximes de cette éthique purement rationnelle au sens dialogique se ramènent donc au seul principe de réciprocité, lequel, à son tour, dépend de la valeur égale de tous les êtres considérés. Car il ne peut y avoir de traitement réciproque que de la part d'êtres qui se considèrent comme mutuellement égaux. Se sachant tous virtuellement vulnérables, ignorant leur degré de vulnérabilité réelle, ils se déclarent égaux a priori. Nous, êtres humains, sommes égaux et en conséquence, nous souhaitons instituer un monde commun où nous serions tous traités également. Il n'y a donc qu'une seule valeur, celle qui est implicite dans le principe de réciprocité, mais elle est absolue. La valeur égale de tous les êtres humains. Et de cette valeur se déduisent celle de l'égalité elle-même et celle de l'humanité comme telle. Et cette fois, par humanité, il faut entendre non pas seulement la réunion de tous les êtres humains présents ou à venir, mais la qualité qui est présente également en chacun d'eux dans leur relation aux autres et qui les définit donc comme êtres dialogiques. Autrement dit, nous sommes humains par notre relation à chaque autre être humain. Dans le monde de la raison dialogique, tout être humain vaut tout autre être humain. Et dans le monde réel, le nôtre, le seul, toute valeur propre à l'humanité comme telle, est une réalisation concrète de l'idée d'égalité, à commencer par celle de justice, qui en est la conséquence. Le principe de réciprocité nous invite donc à adopter sur notre propre action ce que j'appelle le point de vue de toutes parts. Il nous invite à nous mettre à la place de tous ceux à qui nous pourrions nous adresser. C'est le principe suprême de la raison dialogique, pratique, et donc de l'éthique, laquelle condense deux sens du bien, bonheur pour soi et moralité vis-à-vis d'autrui. Évidemment, ça ne signifie pas que nous autres, êtres dialogiques, nous nous comportions réellement selon les normes de réciprocité et d'égalité qui se déduisent de notre mode de rationalité. Tous les hommes ne sont pas sages, il n'y en a peut-être aucun qui ne le soit. Ce qu'il fallait seulement démontrer, c'est que le bien de l'homme et l'égalité de tous les êtres humains se déduisent de l'être de l'homme animal dialogique. L'éthique est donc fondée sur l'être même de l'homme. On peut en effet rapidement le montrer. Qui agit selon le principe de réciprocité agit bien. Vous allez me dire, mais bien en quel sens? Bien pour soi ou bien en soi? Est-ce par intérêt ou pour des raisons morales? Tout est là. Pourtant, au niveau d'abstraction de cette expérience de pensée, rien ne permet de distinguer conduite intéressée, ou du moins prudente, et conduite désintéressée, ou même morale. En effet, dans une situation où l'on est réduit à sa rationalité pratique, dialogique, chacun se pense lui-même comme pouvant être un autre et pense tout autre comme un autre soi-même. La raison dialogique ne distingue pas et ne peut pas distinguer intérêt et moralité. La règle de réciprocité est éthique et non morale. Elle est universelle. Elle est applicable par les altruistes parce qu'ils sont altruistes et par les égoïstes parce qu'ils sont égoïstes. C'est précisément l'effet de l'expérience de pensée de rendre vaine toute distinction entre conduite intéressée et désintéressée, puisque chacun s'y considère de façon impersonnelle. Tout moi est un toi, tout toi est un moi, et tous, toutes sont eux ou elles, comme je le suis pour eux ou pour elles. Le principe de réciprocité n'est ni altruiste, ni égoïste, il est neutre par rapport à cette distinction. Ce que nous soutenons finalement, c'est que tout être humain rationnel
choisirait de vivre selon les règles rationnelles de la réciprocité, parce que destiné à vivre en communauté, il ne se suffit pas à lui-même, et dialogiquement rationnel, il peut échanger avec qui que ce soit, il sait qu'il ne peut trouver son bien que sous des règles d'égalité et de réciprocité. Il me reste à conclure rapidement. Une éthique est nécessaire. Nous avons besoin d'éthique parce que nous ne pouvons nous satisfaire du hasard des mœurs. Nous avons en outre besoin de fonder l'éthique afin de ne pas la laisser aux aléas des conventions sociales ou des préjugés culturels ou même de nos émotions personnelles. Nous avons besoin de fonder l'éthique aujourd'hui plus que jamais, puisque pour beaucoup d'entre nous, le ciel est vide et que pour tous, il y a des doutes sur le Dieu auquel se vouer. Nous ne pouvons nous fier qu'à la raison humaine, à condition de nous souvenir que celle-ci se définit par son aptitude au dialogue et à l'argumentation. Fonder l'éthique est nécessaire, c'est même possible, il est possible de la fonder en raison. Cette raison, c'est celle que nul n'a en propre et que nous avons tous en commun parce que l'être humain est un être de relation. Parler la langue des humains, c'est admettre a priori qu'il est possible de parler à tout autre être humain, c'est imputer à cet autre cette même capacité à comprendre la langue humaine. Il ou elle me parle, je lui parle, c'est le principe de réciprocité, c'est aussi le principe d'égalité. Et l'un et l'autre sont au fondement de l'éthique universelle. Je vous remercie.